Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Sérendipité. Salut Guillaume, comment ça va ? Ça va très bien, salut Ariane. Écoute, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'éducation, parce que mon premier point de départ a été un post qui était sur Facebook, et c'était celui d'une enseignante américaine qui avait partagé des photos de sa classe, et notamment des différents pupitres, enfin pupitres ça fait un peu vieux, mais des bureaux. Même bureaux je pense pour l'école, des tables, plus des tables de ses élèves sur lesquelles elle avait écrit des petits mots d'encouragement avant leurs examens, avant leurs différents contrôles. Sympa. Et plutôt sympa. Et justement, ça avait fait le tour d'internet parce que les gens avaient trouvé ça plutôt cool, plutôt motivant, motivant. Ils avaient un peu loué ce côté proche de ses élèves, etc. Et alors, pour donner quelques exemples, les différents mots qu'elle écrivait, alors sur l'un, elle avait écrit quelque chose comme je ne te dis pas que ce sera facile, mais ça va valoir le coup. Sur un autre, elle a écrit « Lis, souviens-toi qu'il n'existe pas d'ascenseur pour réussir, tu dois prendre les escaliers, mais tu vas y arriver ». Bref, elle leur donne des petites phrases, des petits mots d'encouragement. C'est personnalisé à chaque fois ? Ouais, c'est personnalisé, c'est justement ce qui avait... c'est aussi pour ça que ça a fait le buzz. Ouais. C'est parce qu'elle a pris le temps pour chacun de ses élèves d'avoir un mot particulier pour lui et pour l'encourager. Ouais. J'imagine du niveau scolaire, des difficultés. Ouais, de chacune de ses lacunes, notamment, tu vois, pour le second exemple que je viens de donner, quand elle dit « Lis, souviens-toi qu'il n'existe pas d'ascenseur, etc. » Je pense que c'est certainement ou probablement un élève qui a tendance peut-être à être dissipé ou à vite partir sur l'exercice sans vraiment réfléchir. Bref. Et donc ces images-là ont fait le buzz. Après, il y a même une Française qui avait fait la même chose. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que, même si ça paraît évident que le côté motivant, le côté je te pousse, je suis derrière toi, etc. fonctionne. On ne me pousse pas trop quand même. Hein. Après, tu risques d'avoir des problèmes avec le rectorat, effectivement, si tes élèves ont moins de dents. Et l'idée, c'est de savoir si ce côté motivant a un réel impact. Alors, de prime abord, t'as envie de dire oui. J'imagine que oui, ouais. Généralement... Ouais, tu vois jamais un élève. En tout cas, je pense que l'Éducation nationale n'envoie jamais des petits papiers aux profs en disant détruisez vos élèves avant chaque examen, ça va leur faire du bien. C'est sûr, c'est moins motivant tout de suite. Ouais, c'est moins motivant. Donc, le but, c'était ça, c'était de chercher des expériences et surtout comment est-ce qu'ils ont mis en œuvre ça, comment est-ce qu'ils ont testé et comment on peut mesurer que le côté motivant, le côté je te pousse, mais pas contre une porte ou dans les escaliers, peut avoir un effet là-dessus. Et donc, je suis tombé sur une expérience, même deux, de cette personne. C'est un Américain, c'est Robert Rosenthal. Ah oui, Robert, oui, bien sûr. Le fameux. Ouais. Bref, en 1968, donc, Robert a décidé de mener des expériences sur cette notion, sur la notion d'encouragement, de motivation. Et même lui, il va parler d'autre chose, il va parler de prophétie autoréalisatrice. Wow. Alors derrière ce mot-là, ça veut dire, c'est la notion comme quoi le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès. D'accord, donc c'est même pas la personne de croire en elle-même. Si quelqu'un lui dit qu'elle croit en elle, lui montre qu'elle a des capacités, automatiquement ça va la booster. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant et on se retrouve un petit peu dans cette histoire de la prof quand elle écrit pour ses élèves, etc. Et en fait, la manière dont il a testé ça, il a fait en deux étapes. La première, lors d'une expérience, c'était avec des rats, des étudiants et des rats. Voilà comment ça s'est passé. En fait, donc il y avait deux groupes d'étudiants à qui il a donné chacun 6 rats. D'accord. Donc, combien de rats en tout ? 6. 12. Pardon. Parce que chacun des groupes, on a eu 6. Ça a peut-être été mal formulé, non, mais c'est très voilà. clair. 12 rats. Bon, ça n'a aucun impact, les 12 rats, on s'en fiche. Hein. Faut juste savoir qu'il faut 2 groupes avec 6 rats. J'ai pas eu de mot d'encouragement au début de la question, c'est pour ça. Ça doit être ça. Et donc, et ces rats, en fait, ont été choisis. Ce qu'il faut bien savoir, et c'est ça qui est déterminant dans cette expérience, c'est que les rats ont été choisis de manière totalement aléatoire. D'accord. Donc, il n'y a pas de meilleurs rats que les autres. Ok. Et ce qu'il va dire, lui, aux élèves, à un groupe, vos rats sont extrêmement bien entraînés et les autres, pas du tout. Des rats de compétition et des rats nuls. Voilà. Et les rats, alors, ce que vont devoir faire les rats, c'est qu'ils vont devoir passer d'aller à un point A à un point B au sein d'un labyrinthe. Alors donc, moi, ils vont j'ai quand même une question, pardon. Est-ce que les rats ont reçu un petit mot d'encouragement ?
On y vient après. Voilà, tu vas un peu Ok. trop vite, mais tu vas voir, c'est Très justement bien. tout l'enjeu. Donc ces rats-là vont devoir trouver leur chemin au sein du Dans le labyrinthe. Et donc, au groupe A, il leur dit, vos rats sont super entraînés, vos rats sont bons, et il n'y a aucun doute qu'ils vont réussir, et il n'y a aucun doute, moi j'ai aucun doute concernant leur capacité à aller au point B. D'accord. Au groupe B, il leur dit, bah, mes petits, vos rats sont... C'est pas des rats de complet. ils sont pas fut-fut, quoi. Vos rats... Et puis même, il va même enfoncer le clou en leur disant que leurs rats ont même des prédispositions génétiques presque à l'échec, quoi. Qu'ils n'arriveront même pas à trouver le chemin au sein du labyrinthe. D'accord. Et bah, à ton avis, qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette expérience? Alors, bon, a priori, les élèves n'ont pas vraiment d'impact sur les rats, puisqu'ils observent juste leur comportement. Ils n'ont pas été sélectionnés de manière spécifique, donc les deux populations de rats sont identiques. Mais Il y a les pas élèves de ne le savent pas. discrimination, les élèves ne le savent pas. De manière complètement logique, j'aurais envie de dire que les résultats devraient être équivalents, mais j'imagine que c'est pas ça la réalité. Bah non, justement. Quand tu donnes les faits comme ça, effectivement, ça paraît normal qu'il n'y ait pas de différence entre les groupes. Mais ce que tu as oublié, c'est que ce côté de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que quand on a dit au groupe A que leur rat était beaucoup plus à l'aise et allait réussir, et ben en fait, ce groupe A s'est mis à en croire en ces rats, s'est mis à les encourager, s'est mis à montrer un peu plus de Ils ont de placé gaieté, de confiance, sympathie, de ouais. chaleur envers leur rat. Alors ça, je sais pas trop comment ça s'est manifesté, mais certainement ouais, par des encouragements, etc. Donc ça a certainement motivé ces rats, ça leur a donné envie de bouger, de faire quelque chose. Et ben justement, ces rats-là ont eu de meilleurs succès que les rats du groupe 2. D'accord. Qui, à l'inverse, l'explication qui est mise en avant, c'est que le second groupe lui est parti plus défaitiste, Oui, en se disant mes rats de toute façon c'est des ratés, ça sert à rien. ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Exact, ouais, c'est le cas de le dire. Ça sert à rien que je les encourage, ça sert à rien d'aller plus loin. De toute façon, s'ils échouent, c'est normal parce qu'ils sont faits pour échouer. Donc, pas la peine de croire plus en eux. D'accord. Et c'est particulièrement intéressant, c'est marrant de voir, même si une interaction homme-animal, c'est quand même marrant de voir Oui, on que, voit l'impact immédiat. ouais, d'encourager, de croire en résultat, ouais. quelqu'un, ça D'accord. les booste. Et alors, est-ce que les rats ont perdu confiance en eux à l'issue de cette La expérience suite ne le dit pas. D'accord. Je pense qu'ils les ont jetés à la poubelle. Ah ouais. Après, ouais, Ah, zut, c'est des d'accord. rats, c'est des rats jetables. D'accord, bon, ça va. C'est recyclable. C'est recyclable. Écologique, très bien. Exactement. Et en fait, aussi pour la petite histoire, c'est que cette expérience a pour nous, en tout cas, cette notion de prophétie autoréalisatrice porte aussi le nom d'effet Pygmalion. As-tu déjà entendu parler de Pygmalion? Oui, mais alors, pour me rappeler exactement dans le détail, je Je ne pense saurais que pas te tu dire. confonds peut-être avec Bigmalion. C'est possible. Bigmalion qui ça était n'a rien à ce voir. problème pendant la campagne électorale avec Oui. toutes ces petites affaires de... Donc non, celle-là, c'est Ça pour n'a le rien coup, à c'est voir. Pygmalion. Et en fait, ça nous ramène à un mythe grec. Pygmalion, en fait, c'était un sculpteur de Chypre qui avait une conception, comment dire, très stricte de l'idéal amoureux. D'accord. Et donc, pour lui, l'attitude des femmes à Chypre le répugnait. En fait, il les trouvait, comment on appelle ça, vaniteuses, cruelles, enfin bref, égoïstes, tous les défauts qu'on pouvait leur trouver. Il a alors fait vœu de rester célibataire toute sa vie. Le pauvre. Le pauvre. Et lui-même s'en rend compte au bout d'un moment, il s'est dit, mince, je ne vais quand même pas rester seul toute ma vie. Il sent que le temps passe un peu lentement, donc il se dit, moi je suis un sculpteur, donc je vais sculpter la plus belle des statues. D'accord. Une statue qui sera à l'image de l'amour, en tout cas de mon idéal féminin. Ambitieux comme projet, ouais. Plutôt ambitieux, mais c'est un bon sculpteur, il ne faut pas l'oublier. Bon, ça va. Faut pas l'oublier. Donc il se met à sculpter son futur chef-d'œuvre. Et au bout de quelques mois, elle est terminée et elle est au niveau de ses bien. espérances. Il est heureux, il adore ce qu'il a fait, il trouve qu'elle est magnifique, etc. Et il commence à se projeter avec elle. C'est-à-dire, D'accord. quand je dis se projeter, c'est qu'il lui parle, il mange avec elle. Bon, il lui donne pas à manger, mais lui mange avec elle. D'accord. Il dort avec elle. Ah oui, quand même. Elle est lourde, parce qu'il faut la déplacer à chaque fois. Je pense qu'il dort à côté, il doit Ouais. dormir à ses pieds. Il est déjà à D'accord. ses pieds. Ah, elle Ouais. doit être froide Dans un peu. tous les cas, il est à ses pieds. Ouais. D'accord. Et donc, il se rend compte là encore une fois que il peut pas continuer comme ça. Il y a une Sa- limite, Sa ouais. statue à qui il a donné un nom, qui s'appelle Galatée, c'est une statue et que finalement, ça remplacera jamais une vraie personne. Et donc, comme on est dans un mythe grec, notre ami Pygmalion va se rendre au temple d'Aphrodite, Aphrodite qui est Déesse de l'amour. exactement, et va prier, la supplier qu'on lui envoie une femme à l'image de sa statue. D'accord. Comme on est
dans un Y. Autoréalisatrice, j'imagine. Et dans un Y, exactement. Et ben, son vœu est exaucé et en fait, Galatée, sa statue devient vivante. Alors, le rapport avec l'expérience, c'était justement cette prophétie autoréalisatrice, c'est tout simplement que Pygmalion, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait sa propre... Pygmalion, merci de m'avoir corrigé. Que Pygmalion, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait sa propre conception de l'idéal amoureux, de la beauté, et qui parvint à la rendre réelle. D'accord. Oui, donc il a persévéré, finalement, il s'est rendu compte que... Il s'est auto-persuadé qu'il allait sculpter la perfection qu'il cherchait, et sa statue est effectivement devenue l'idéal qu'il recherchait. Voilà donc pourquoi l'effet Pygmalion est aussi associé à cet effet de prophétie autoréalisatrice. D'accord. Belle histoire. Très belle histoire. Deuxième expérience, en fait, de toujours Robert, et cette fois, il va s'accompagner d'une autre chercheuse qui s'appelle Leonard Jacobson. Et cette fois-ci, ils vont toujours poursuivre leur quête de cette prophétie autoréalisatrice et pour pouvoir la tester. Et ils vont se rendre dans une école en Californie, toujours en 1968, et ils vont décider de faire passer des tests à une école de 350 enfants. Wow. Ce qu'il faut savoir en fait dans cette école, c'est que de ce que j'ai lu, c'est que ils divisent chaque niveau en 3 groupes, avec les élèves qui ont les capacités d'apprentissage les plus rapides, avec les plus moyens, ça se dit pas, mais les moyens et les plus lents. D'accord. Donc il y a plusieurs niveaux de classe, j'imagine. Ils sont pas tous exactement. Il y a plusieurs, comme chez nous, imaginons, j'en sais rien, un CM2, mais dans ce CM2, tu as les plus rapides, les moyens et les plus lents. D'accord. Donc c'est un seul niveau, c'est ça que ouais, je veux c'est dire, ça, c'est un seul niveau. Non, c'est un seul niveau, mais les élèves sont déjà, je dirais, catalogués en fonction de leur capacité d'apprentissage. Et donc en fait, Robert et Léonore, donc nos 2 chercheurs, vont aller dans cette école et ils vont d'abord y aller de manière presque incognito, c'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour des chercheurs d'Harvard qui mènent une étude justement visant à évaluer cette capacité d'apprentissage des élèves. Ok. Alors qu'en fait, pas du tout. Le simple test qu'ils vont leur donner, c'est un simple test de QI. Ils s'en fichent. Il n'y a rien qui est axé sur la capacité d'apprentissage. C'est un truc vraiment, vraiment banal, un simple test de QI comme on pouvait en faire. Et les résultats, en fait, ils s'en fichent. Ils vont pas prêter du tout attention aux résultats. Encore une fois, il faut bien le voir comme un prétexte. D'accord. À l'issue de ça, en fait, ils vont diviser les élèves en fonction de ceux qui ont le mieux réussi ou ceux qui ont le moins bien réussi, mais vraiment les yeux fermés, quoi. C'est comme si tu avais des copies et que tu prenais la première copie les yeux fermés et que tu dis, lui, je dis qu'il a réussi, lui, je dis qu'il n'a pas réussi, etc. Complètement aléatoire. Exactement, il va éclater les élèves. De manière figurée, évidemment. C'est très violent ce podcast. Oui, effectivement, les rats et les animaux. Et donc ils vont diviser ces élèves en groupes et ils vont s'arranger pour que les professeurs aient accès à cette liste, en tout cas puissent voir quels sont les élèves qui ont potentiellement le mieux réussi. Mais pour de faux. Exactement. Et donc... les élèves ne le sont pas. Les élèves ne sont pas forcément les meilleurs, non. Mais est-ce qu'ils pensent être les meilleurs ? Ils savent dans quel groupe ils sont ? Non, justement, c'est un bon point et j'allais y venir. L'autre point, c'est que il est essentiel, en tout cas les chercheurs disent aux profs de ne surtout pas communiquer les résultats aux élèves et de ne pas communiquer les résultats aux parents. Très bien. Et ça, on le verra dans un autre podcast, mais ça aussi, ça touche à une notion très importante dans tout ce qui est test comme ça, d'expérience. C'est que quand tu as conscience que tu as évalué, tu changes ton comportement. Oui. Tu dis, attends, si je fais ça, ils vont peut-être l'interpréter comme ça. Tu sais, c'est un peu comme c'est un peu comme les tests de personnalité. Ouais, t'anticipes un petit peu. Attends, si je dis que je suis plus comme ça, ils vont certainement déterminer que je suis quelqu'un de psychopathe, par exemple, ce que tu essaies d'éviter. Bref. Ouais. Donc ils disent aux profs, voici la liste. Enfin, ils s'arrangent pour leur donner. Et on revient 1 an plus tard et on va évaluer ces élèves une seconde fois pour voir la progression. Et là, 1 an plus tard, sans grosse surprise, les élèves qui étaient soi-disant les meilleurs avaient de meilleurs résultats. Ils avaient réussi les notes étaient entre 20 et 30% meilleures que la moyenne. Ah oui, c'est stupéfiant. Et donc, c'est assez marrant parce que, même si on l'a répété plusieurs fois, c'est vraiment un groupe construit de nulle part. En fait, c'est pas vraiment les meilleurs. Et ils se sont retrouvés. Tu pouvais avoir très bien des élèves qui étaient très mauvais, en tout cas qui avaient été jugés comme très lents à l'apprentissage ou médiocres, et qui se sont retrouvés maintenant parmi les élèves avançant le plus vite et ayant eu les meilleurs résultats. D'accord. Sans qu'eux-mêmes ne sachent qu'ils étaient valorisés par rapport au groupe. Sans qu'eux-mêmes sachent qu'ils étaient valorisés, mais les professeurs, par contre, ont certainement. Exactement. Et c'est là où on en vient dans notre prophétie autoréalisatrice. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat ? C'est principalement qu'en fait, les profs qui, eux, ont été informés
supposés bons résultats de ces élèves, eh ben, ils ont manifesté davantage d'attention et on sait juste... D'encouragement peut-être Voilà, aussi. et ils ont juste haussé leurs exigences vis-à-vis de ces élèves. D'accord. En se disant, ils sont, d'après l'examen, c'est ceux qui doivent le mieux réussir, donc ils doivent mieux réussir. Et on arrive dans cette prophétie autorisatrice, Wow. qui est Oui. que encore une fois, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès. Très bien. Ouais, donc certains élèves qui se sont retrouvés dans le mauvais groupe n'ont pas eu de chance. Ouais. Par hasard. Ouais. Mais encore une fois, t'anticipes tous mes points. Ah. C'est une bonne chose. Prophétie encore. Exactement. C'est que les conclusions en fait que tu peux donner à ça, c'est que la première, c'est que il faut jamais prévoir l'échec. En tout cas, c'est des conclusions qui ont été données à la suite de ces expériences. L'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une option, et si tu perçois quelqu'un que c'est impossible, ça va le devenir pour lui. Oui, c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit que vous pensiez réussir ou échouer, dans tous les cas, vous avez raison. Ouais. Je ne me rappelle plus qui est l'auteur, mais... Donc autant croire que tu vas réussir, et surtout qu'une autre personne croit en toi, et que si tu te mets à douter de tes capacités, c'est là où tu vas rater. Et c'est pourquoi en fait la démarche de ce professeur au tout début qui écrivait, en fait va dans la bonne voie, c'est d'encourager ses élèves. Le second point qui a noté, c'est que celui-ci il est un peu plus d'ordre idéologique, c'est que généralement et malheureusement en fait les élèves de milieux défavorisés ont tendance à avoir bien souvent des résultats inférieurs à ceux des autres, des autres élèves qui ne sont pas de milieu. Je sais pas, mais la cause en fait, je sais pas pourquoi ces élèves ont de moins bons résultats. Il y a des études qui peuvent le montrer, peut-être l'environnement familial, ses capacités, bref. Le manque d'encouragement peut-être. C'est ça, mais justement cette étude-là va montrer, peut pointer un aspect important, c'est que la cause de leur échec n'est pas forcément liée à leur capacité à apprendre, exactement, mais aussi peut-être aux faibles attentes que l'on met en eux. L'environnement. Et donc en montrant que si on croit en ses enfants, si on dit c'est pas une fatalité, c'est pas parce que quelqu'un a réussi à rater dans ton quartier que toi tu vas rater aussi, peut-être que ça va les pousser en haussant l'exigence qu'on a en eux, ça va peut-être les pousser. Ouais. Et c'est vraiment cette notion d'exigence, qu'il faut être exigeant, croire en la réussite de quelqu'un, et là ça va... avoir des modèles de réussite. Voilà, ça peut les pousser. Et c'est, pas dans les escaliers. Toujours pas dans les escaliers. Si on encourage quelqu'un dans sa réussite, si on a vu que ça avait un effet plutôt positif, j'ai cherché à savoir, ok, mais l'inverse, est-ce que tu vois, s'il y a un prof, ce qu'on disait au début, est-ce que s'il y a un prof qui t'enfonce, sadique, qui veut vraiment te voir échouer, même si tu es quelqu'un de bon à la base, est-ce qu'il a un vrai impact sur toi ? C'est vrai que quand t'aimes pas un professeur, généralement, t'as pas envie de bosser sa matière. T'es plutôt meilleur, généralement, en cours, dans les matières qui te plaisent, mais aussi pour lesquelles les professeurs arrivent à te rendre intéressé. Ouais, et il y a ce côté-là, donc ça c'est plus sur la part de la motivation, donc c'est plus par toi-même, mais l'étude qui va suivre, en fait, c'est encore une fois, c'est quelqu'un d'extérieur peut influencer sur ta capacité à toi, sur tes propres capacités, justement, en influant d'une manière plutôt négative. Et cette expérience, en fait, c'est une expérience qui a fait beaucoup jaser à l'époque, parce qu'elle a été même qualifiée de l'étude monstrueuse, parce qu'elle a porté sur des orphelins, sur des enfants. Alors, le chercheur, c'est Wendell Johnson, qui a fait ça. Et en fait, son but, lui, à la base, il travaillait sur le bégaiement. Il voulait trouver des solutions pour le bégaiement, savoir où était l'origine du bégaiement, d'où était sa naissance, d'où venait la naissance. Quelle était la cause exactement d'un bégaiement. Et en fait, pour ça, donc, il a testé chez des enfants, comme j'ai dit, orphelins, sur 22 enfants. En fait, il y en avait 10 qui avaient déjà été catalogués comme bègues. D'accord. Avec un niveau... Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il y a des différents niveaux de bégaiement, mais sévère ou... Ils les ont notés, justement, ils ont vu ces 10 enfants, ils ont noté leur bégaiement sur une échelle, et à partir de là, ils les ont splittés. Donc 5 élèves bègues, ils les ont mis dans un groupe qui allait être, recevoir des encouragements extrêmement positifs, qui allaient essayer de les encourager, de leur faire changer ce bégaiement, etc. Et 5 autres, et c'est là où l'étude est qualifiée d'un peu monstrueuse, où on va faire que les enfoncer. En leur disant ton bégaiement c'est insupportable, tu fais pas de progrès, le mieux c'est que tu te taises.
Ouais, c'est assez horrible. Donc, c'est 2 fois 5 élèves vont être répartis dans ces deux groupes. Et ensuite, le restant des élèves, ils vont être envoyés de manière aléatoire, en fait, dans chacun de ces groupes. Donc, on va D'accord. prendre des élèves normaux, en tout cas sans problème d'élocution. On va les mettre dans un groupe où Qui on va... bégait et un autre groupe. Ouais, qui bégayent, mais c'est surtout dans un groupe où on va les encourager Ah oui, d'accord, sur leurs d'accord. Oui, élocutions, et un autre groupe où on va les enfoncer. Bah, c'est assez horrible parce que le groupe qui était bègue, le groupe des bègues avec les élèves plutôt normaux, bah, eux vont voir des petites capacités d'amélioration, enfin, vont améliorer leur manière c'est tout d'élocution. encouragement. Voilà, exactement. On va avoir des effets des effets plutôt positifs. Il faut savoir que le test, en fait, a été fait entre janvier et mai, D'accord. donc quand même sur Ouais, 5 5 mois, mois. ce qui laisse un peu le temps. Et les autres élèves, c'est là où c'est pire, c'est qu'on leur disait vraiment, c'est horrible ce que tu fais. Mais même aux élèves qui n'avaient pas ce problème de bégaiement à la base, on leur disait, Oui, ils tu se te rappelles, faisaient bâcher, hein. tu vois, la dernière fois où tu as parlé, j'ai noté qu'il y avait un petit problème dans ton élocution, et tu connais un tel. Et bah, ça a commencé comme ça avec Oh elle là ou lui. là, quelle Donc, horreur. tu risques de commencer comme ça. Le mieux, c'est que tu ne parles plus, tu arrêtes de parler parce que Ah oui. c'est insupportable. Enfin, c'est Ah ouais, vraiment non, les c'est enfants, vraiment pas éthique, c'est affreux cette ouais, expérience. c'est pour ça, c'est vraiment horrible. Quelle horreur. Et en fait, ça allait très très vite chez ces enfants. Je crois que l'âge c'était entre 5 et 15 ans, et ça allait très très vite parce que ceux qui faisaient partie du mauvais groupe, bah, et même ceux qui n'avaient pas de bégaiement, bah, se sont dit, ils voulaient plus parler en fait. Ah bah oui, ils ont Quand on leur hyper- demandait de parler, ils préféraient ne plus parler. ouais, ils Et ont on a eu hyper confiance en eux, ouais. un réel traumatisme à ça. Et certains ont même ont même commencé à présenter des troubles justement du langage Oh, en quelle sautant pour horreur. ça qui commençaient à être... Ils n'ont pas pu être encouragés par la suite pour refaire un effet inversé? Non, parce que enfin, il y en a même dans l'étude que j'ai lue, il y en a même, je crois, qui au bout d'un moment, alors pas durant l'expérience, mais même après, ont fui l'orphelinat Oh pour. non. Enfin, c'est assez horrible. Et justement, ces enfants-là qui ont subi ce traitement en 2000 quelque chose, alors je sais plus exactement quand, mais récemment, peut-être en 2005, bref, après les années 2000, bah, l'État de l'Iowa, pardon, L'Iowa? L'Iowa. l'Iowa, l'Iowa, c'est dans cet état-là qu'a été menée l'étude, et bah, a dédommagé ces 22, enfin c'est des 22 enfants De qui avaient l'époque. subi. Ouais. D'accord. Alors je sais pas si c'est tous les enfants, mais en tout cas ceux qui avaient subi les remontrances, etc. Parce D'accord. qu'ils avaient dit que ils ont porté ce fardeau toute leur vie, qu'il y a Oui, eu c'est des un répercussions préjudice, sur évidemment. leur vie, etc. Et ils se sont partagés 1,2 million de dollars. Ce qui peut être une belle somme, et finalement, quand tu la divises même à 6 ou 10 enfants, ça fait 120 000 dollars. Pour Ouais. un traumatisme que C'est tu portes toute une c'est pas vie, facile. c'est pas fou. Non. Donc ouais, la réponse est oui, tu peux enfoncer quelqu'un, même quelqu'un de normal, tu peux même transformer sa capacité en quelque chose de très négatif. Oui, effectivement. Ouais. Et donc tout l'enjeu aussi des professeurs et de l'entourage pour les enfants, ça montre aussi que l'environnement est extrêmement important Ouais, c'est primordial. pour les enfants. De se sentir valorisé pour croire en soi, et à l'inverse, effectivement, quand on te dévalorise, tu perds toute confiance en toi. C'est exactement ça. Et en fait, cette notion, et c'était hyper intéressant de chercher en fait sur Internet toutes ces études autour de l'éducation, parce qu'on voit que c'est un sujet essentiel en fait dans Bien toutes sûr. les sociétés et de tout temps, parce que la manière dont tu éduques un enfant, ça va être l'adulte de demain, etc. Mhm. Et Oui. il y a énormément d'études, notamment, je suis tombé sur une étude qui mesurait l'impact de l'asthme sur les performances scolaires et sur une population de milieux défavorisés. D'accord. Donc voilà, Ouais. qui mesurait est-ce que C'est l'asthme peut surprenant. avoir un effet Mhm. là-dessus. Bon, sans expliquer la démarche, etc. Le lien, en fait, la conclusion, c'est que non, il n'y a pas de lien. En tout cas, pas de lien assez fort. D'accord, oui. Que la seule raison de l'échec, en fait, c'est tout ce qui peut être... enfin, ils nomment ça... Vulnérabilité Non, ou- ils disent l'adversité sociale. Donc c'est... Le fait d'être différent? Ouais, parce que c'est des familles. Enfin, l'étude a porté sur des enfants de milieux donc défavorisés Mhm. de Londres. Donc il y avait beaucoup de familles immigrées, etc. Mhm. Et donc ils pointaient que non, que l'échec scolaire venait sur un peu cette pression sociale, cette adversité sociale, et sur un peu ils disaient l'ethnie, donc ton ethnicité, etc. De quel pays tu venais, de quelle origine, etc. Mhm. qui pouvait jouer sur tes capacités à réussir, mais en aucun cas
sur l'asthme en fait. Donc D'accord. Oui, c'est pas une raison, mais ça prouvait, je trouvais ça aussi encore une fois intéressant parce que... Oui, c'est-à-dire que quand tu te retrouves dans un environnement, comment dire, dans lequel tu n'es pas forcément mis à l'aise, j'imagine que tu as plus de difficultés à développer tes capacités, probablement. Ouais, il y a de ça. Alors, l'étude en question ne s'attarde pas, en tout cas dans ce que j'ai lu, ne s'attarde pas forcément sur le milieu familial, etc. Après, on peut expliquer peut-être, comme on peut voir partout, le milieu familial, si la maîtrise de, je sais pas, par exemple, de l'anglais n'est pas bonne, effectivement, il y aura Évidemment. peut-être des difficultés à l'école, etc. Mais bref, donc voilà, c'est plutôt ce sujet-là et pas l'impact de l'asthme. Enfin, c'était un petit aparté pour montrer qu'il y avait des études sur tout. Et ce qui m'avait fait penser, justement, c'est les études au préalable sur les encouragements ou même sur le fait d'enfoncer un élève, etc. C'est la place forte d'un professeur. Oui. C'est quelqu'un de central, au-delà des programmes que l'éducation nationale peut envoyer. On voit que la place du professeur est quand même importante. Et je me suis dit, est-ce que dans les sociétés modernes d'aujourd'hui, avec Internet, avec les enfants, chacun a son propre ordinateur, etc., est-ce que la place du professeur sera amenée à changer? Est-ce que demain, par exemple, les élèves n'iront plus à l'école, mais feront tout de chez eux sur ordinateur? Est-ce que ça marche mieux c'est une très bonne question. que rester à l'école? Est-ce que ça peut marcher mieux? Est-ce que l'ordinateur t'envoie des petites notifications pour te motiver? Alors oui, ça peut l'être. Après, tout dépend comment tu programmes ton programme, justement, ton programme scolaire. Mais il y a une étude qui a été faite, en tout cas publiée en 2017, et justement, ça cherchait à évaluer est-ce que les cours à distance avaient de meilleurs résultats que les cours en présentiel. Donc les cours en face à face avec un professeur en classe, etc. Et donc, c'était sur des étudiants en pharmacie. Ok. Donc sur un panel d'étudiants, et pour une partie d'entre eux, ils ont dû réaliser des cours en classe avec un examen à la fin, pendant un semestre, et les autres étudiaient de chez eux. Le même programme. Le même programme, tu sais, avec tous les mocks, etc., enfin tous les contenus en ligne. Exactement, et avaient le même examen. Et à l'issue de ça, ils switchaient et on rechangeait pour le deuxième semestre. Et donc, les résultats, si j'en parle, c'est que ça peut être surprenant, c'est que les élèves qui étudiaient de chez eux ont eu de meilleurs résultats que les élèves qui étaient en classe. Ah ouais? Ouais, qui étaient en classe. Alors, c'était des notes sur... j'ai un trou, je ne sais plus sur combien c'était, mais j'ai noté que, par exemple, les élèves qui ont étudié de chez eux, pour le premier semestre, avaient eu des résultats, une note moyenne de 7,55, quand ceux qui étudiaient en classe avaient une note de 7,12. D'accord. Oui, l'écart n'est pas énorme. L'écart n'est pas énorme, mais tu vois que tu pourrais t'attendre à ceux qui étudient de chez eux, ils font rien ou ils se laissent aller, mais finalement, ça, c'est pas le cas. Après, peut-être qu'il faut prendre en compte que c'est des élèves peut-être matures aussi quand tu étudies en pharmacie, etc. Tu n'es pas un élève de 8 ans qui est peut-être pas encore autonome. Et sur le semestre numéro 2, ceux qui étudiaient de chez eux ont une note de 7,70 et ceux qui ont étudié en classe ont une note de 7,16. Ah oui, donc l'écart est quand même l'écart significatif. est plutôt alors, important. Est-ce qu'on sait, j'imagine que dans l'étude ça doit être mentionné, mais typiquement les personnes qui étudiaient de chez elles, est-ce qu'elles pouvaient tricher pendant les examens? Non. Après l'examen, c'est une bonne question. Je ne sais plus si l'examen était fait. Je pense pas que l'examen était en ligne. Il était tout le monde à la même enseigne en classe, certainement avec des élèves, avec des profs qui ont écrit des petits mots d'encouragement sur les tables. Sur les copies. Donc les élèves en fait à l'issue de cette expérience, on leur demandait pourquoi. Ils ont dit qu'ils trouvaient plus de liberté, ils étaient encouragés, ils trouvaient ça motivant de chaque jour ouvrir les mails et voir le programme, etc. Enfin, il y a un petit côté jeu, pédagogique, etc. qu'ils ont bien aimé. C'est vrai que ça m'étonne pas parce que finalement, ils peuvent s'organiser comme ils veulent et aller à la vitesse où ils veulent aussi. Il y a peut-être des cours sur lesquels ils veulent s'arrêter davantage, d'autres qui leur semblent plus faciles, donc pas besoin de s'attarder dessus. C'est vrai que quand on est en classe, c'est le même rythme pour tout le monde et c'est pas toujours adapté à chaque individu. Exactement. Alors, petit bémol aussi, il y a eu des élèves qui, eux, par contre, n'ont pas apprécié cette... expérience ? Cette expérience, en tout cas, qui n'ont pas forcément eu de meilleurs résultats quand ils travaillaient de chez eux. Et l'étude pointe qu'il faut, pour que c'est un réel succès, il faut que l'élève soit d'accord et l'élève soit OK pour vouloir travailler de la maison.
Oui, bien Tu vois, sûr. si bien tu sûr. dis ouais, non, pas forcément, je suis pas sûr de le faire, etc. Ouais. Quand tu es forcé, contrairement à vouloir travailler à l'école, ouais, et ben, ouais. ça a un impact plutôt négatif. C'est comme les étudiants qui révisent leurs examens. Il y en a certains qui veulent aller à la bibliothèque, qui veulent faire leurs devoirs à la bibliothèque ou rester au lycée, par exemple, pour finir leurs devoirs, parce qu'ils savent qu'en rentrant à la maison, ils vont être distraits. Ouais. Donc ouais, il faut trouver le cadre qui te correspond le mieux. Et c'est tout pour moi aujourd'hui pour ce sujet de l'éducation, en tout cas en essayant de traiter à chaque fois les encouragements ou justement le fait d'enfoncer un étudiant, regarder un peu ce qu'il y avait comme différentes expériences sur le sujet. Et ben, c'était très intéressant, donc je t'envoie tous mes encouragements. C'est gentil. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin Pas cette fois, non, mais je pense qu'on pourrait presque terminer nos podcasts maintenant sur une étude des Ig Nobel, IG Nobel. Ouais. On pourrait finir à C'est une chaque bonne fois idée. sur une de ces expériences. T'en appelles nouvelle? Là, comme ça, de tête, non, j'en ai pas. Il faudrait que j'en retrouve une. Et cette fois-ci, au lieu de juste les citer, peut-être qu'on essaiera de voir comment, en tout cas, les résultats Que ça a apporté? que ça a apporté. Ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Très intéressant encore une fois. On espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à nous encourager, du coup, si ça vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux Serendipity Topics. Salut! Salut!